Vous imaginez un peu une station-service en Andorre. Une ado s'approche d'une employée et lui dit J'ai été enlevée. En France, quelques heures avant. C'est waouh, c'est le point de départ de notre analyse aujourd'hui. On va donc regarder de plus près cette histoire d'enlèvement présumé, une fuite assez folle, non, à travers les frontières, et surtout ces moments où apparemment les autorités sont passées à côté. On se base sur un article de presse qui raconte tout ça. Exactement. L'objectif, c'est de bien comprendre la chronologie, les faits tels qu'ils sont rapportés, comprendre les circonstances de cet enlèvement, enfin présumé enlèvement, et puis oui, analyser ces points de contrôle, ces moments clés où l'alerte n'est pas passée. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre la France, la Catalogne, l'Andorre? C'est ça la question. Alors, comment on en arrive là? Une jeune fille de 16 ans, qui au départ, d'après l'article, était en fugue, et qui se retrouve embarquée dans cette histoire. Reprenons depuis le début. Bon, l'histoire commence, selon la source, par une fugue. Une fugue d'un centre pour mineurs. L'adolescente, elle aurait ensuite retrouvé un homme de 37 ans. Pas de lien familial, apparemment. Et le but initial de cette rencontre, mentionné dans l'article, c'était pour acheter de la drogue. C'est ce que dit la source, oui. Sauf que la situation dérape. L'homme, il change de direction, il prend la route vers le sud, direction l'Espagne. Et ça contre la volonté de la jeune fille. Ah, d'accord. C'est là que ça bascule en enlèvement présumé. Et point important, elle arrive quand même à appeler ses proches. Oui, pendant le trajet. Et ça, c'est déterminant. Les proches préviennent tout de suite la police française. Donc un avis de recherche est lancé en France. Ok. Mais, et là c'est vraiment un point critique souligné par l'article, cette info, cette alerte, elle n'est pas transmise, ou en tout cas pas efficacement, aux polices espagnoles, catalanes ou andorranes. Et ce manque de communication, ça va avoir des conséquences directes, j'imagine. On le voit au premier contrôle, hein. Tout à fait. Premier contrôle en Catalogne après un passage en Andorre, d'après la source, la voiture est stoppée. Mais rien de suspect n'est noté par les policiers. Pourtant, il y a une mineure à bord. Oui, et sans papier d'identité en plus. Mais on leur demande juste de faire demi-tour, de retourner en Andorre. L'enlèvement potentiel, il passe complètement sous les radars. C'est déjà assez fou. Une mineure sans papier à une frontière. Et on fait demi-tour? Bon. Et ça continue. Ah oui, ça continue, retour en Andorre. Et là, nouveau contrôle. Cette fois, le véhicule est fouillé. Ah, et là, bingo. Enfin, façon de parler. La police trouve du tabac de contrebande. Pas mal, hein? 5 000 € de marchandises. Bon, là, on se dit, c'est bon, ils sont arrêtés, l'histoire s'arrête là. Contrebande, mineur à bord. Logique, oui. Et pourtant, non. L'article est formel. Malgré la découverte de la contrebande, on les laisse repartir. Quoi? Mais comment c'est possible? Ils trouvent 5 000 € de clopes et ils disent, allez-y, circulez. Avec la jeune fille toujours là. C'est... C'est presque incompréhensible, lui. L'article ne donne pas d'explication sur le pourquoi du comment sur le moment. Il souligne surtout ce contraste énorme. On voit l'infraction matérielle, la contrebande, mais on ne voit pas la détresse humaine, l'enlèvement potentiel juste à côté. C'est ça qui est frappant. La situation de l'ado passe encore une fois inaperçue. Incroyable. Bon, alors, le dénouement. Il arrive enfin dans cette fameuse station-service à Santa Julia de Loria, toujours en Andorre. C'est elle qui agit. Oui, c'est elle. Elle profite d'un arrêt, elle descend de voiture et elle va voir une employée pour demander de l'aide. C'est son courage, son initiative qui débloque tout. Enfin, Et là, la police andorrane réagit. oui, enfin. Ils interviennent, ils contactent leurs collègues français et là, ils ont la confirmation. Oui, cette jeune fille est bien signalée, recherchée pour enlèvement. Et le suspect, l'homme de 37 ans, Il est arrêté peu de temps après. l'article dit qu'il était déjà connu de la justice, mais pour d'autres choses, pas pour enlèvement. Au moment où l'article a été écrit, il n'avait rien dit, pas d'explication, et il attendait de passer devant le juge en Andorre. Alors, si on résume un peu ce que nous apprend cette histoire, via cette source, d'abord, il y a le courage de cet ado, clairement, son sang-froid. C'est elle qui met fin à tout ça. Absolument, c'est le premier point. Mais après, il y a forcément ces questions qui restent. Ces contrôles ratés, cette communication qui n'a pas fonctionné au début entre les polices, c'est troublant. Surtout ce contrôle pour contrebande. Oui, c'est ça qui est fou. Trouver la marchandise, mais pas voir la personne en danger. Ça montre bien la complexité du travail aux frontières. Parfois, on cherche une chose, on passe à côté d'une autre, peut-être plus grave. Donc au final, on a une suite d'événements assez dingues. Une alerte qui vient de la victime elle-même, heureusement, et un suspect arrêté. Malgré les ratés en amont, quoi. Tout à fait.
Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, au-delà de ce cas précis. Comment on fait pour que les contrôles aux frontières soient à la fois fluides, parce qu'il le faut, mais aussi assez fins, pour détecter pas seulement la contrebande ou les infractions évidentes, mais aussi ces signaux plus faibles, la détresse d'une personne, une activité criminelle plus cachée. Qui ne rentre pas dans les caisses habituelles. Exactement. Comment on concilie fluidité et vigilance face à des situations complexes, parfois imbriquées les unes dans les autres, comme ici. C'est une vraie question et il n'y a pas de réponse facile, évidemment.